Aujourd'hui, on a changé de décor. On est monté à l'étage et on se trouve dans une partie de mon bureau. Le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui, c'est un extrait des Chroniques de Bob Dylan. J'ai trouvé ça intéressant parce que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature et il s'est trouvé des gens pour estimer que ça n'était pas pertinent, qu'un troubadour, un saltimbanque ne pouvait pas prétendre à un prix Nobel de littérature. Donc ça pose toute la question de la valeur et la place de la chanson dans l'écriture et donc la littérature. Le texte que j'ai choisi de vous lire, c'est un texte qui se situe en 1961, en janvier 1961 à New York. Alors il a été écrit beaucoup plus tard bien sûr, mais il a été écrit avant que Dylan n'obtienne le prix Nobel de littérature. Et ce mois de janvier 1961, Dylan ne connaît aucun succès à ce moment-là de sa vie. Et il traîne dans le Village à New York, il écume les petites salles où il peut jouer et il est hébergé à droite à gauche chez des amis. Il n'a pas de logement propre encore à lui-même. Et l'un des couples qu'il héberge, c'est le couple Ray et Chloé. Et il va rester chez eux un peu plus longtemps que chez les autres parce que chez eux, il y a une bibliothèque. Et dans ce texte, il nous fait découvrir son émerveillement devant la première bibliothèque qui s'ouvrait à lui. Alors Dylan, il est né en 1941, il a commencé à former ses premiers groupes vers 15-16 ans. On est donc dans la partie de ce texte dans laquelle il va parler de ses premiers groupes. Il faut vous resituer, on est aux environs de 55-56 jusqu'à peu près 59-60, 61 étant l'année, donc comme je vous le disais, où il arrive à New York. Voilà, c'est parti pour une petite vingtaine de minutes en compagnie de Bob Dylan. J'ai vu et entendu des trains depuis ma petite enfance. C'est pourquoi leur bruit, leur présence me rassurait toujours. Les gros fourgons, les tombereaux, les trains de marchandises, de passagers, les pullmans. Là où j'ai grandi, il était impossible d'aller quelque part sans à un moment ou à un autre de la journée s'arrêter devant un passage à niveau et voir passer de longs trains. Les voies du chemin de fer croisaient les routes de campagne ou les longeaient. Le bruit d'un train dans le lointain, c'était le sentiment d'être chez soi, là où rien ne manque, où on a pied, où il n'y a pas de danger réel, où tout s'assemble, comme les wagons. De l'autre côté de Vestry Street se trouvait une église avec son clocher. Le son des cloches me rassurait aussi. J'en avais toujours entendu, les écoutais chaque fois. Cloches de fer, de laiton, d'argent, chansons. Le dimanche pour les messes, et les jours de fête également, elles égrenaient la mort, elles carillonnaient les mariages, sonnaient à la première occasion. C'était agréable de les savoir là. J'aimais même les sonnettes de porte et le carillon de la NBC à la radio. J'ai regardé l'église derrière la vitre. Ses cloches étaient muettes. Les toits disparaissaient sous des tourbillons de neige. Le blizzard kidnappait la ville. Mais la vie virevoltait dans son canevas beige, verglacé et froid. En bas, un type en blouson de cuir dégageait le pare-brise opaque d'une Mercury Montclair. Derrière lui, un prêtre en soutane violette traversait le jardin de l'église vers la porte ouverte de celle-ci pour retrouver ses sacrements. Plus loin, une femme nu-tête et pieds bottés traînait péniblement son sac de lessive dans la rue. Si vous aviez envie de vous y attacher, il y avait 1 million d'histoires, 10 000 quotidiens new-yorkais, c'était toujours là, tissé devant vous, et il n'y avait qu'à démêler les fils pour comprendre. La Saint-Valentin était passée sans que je m'en aperçoive, pas de temps à consacrer aux amours. J'ai tourné le dos à la fenêtre, au soleil hivernal. Je suis reparti à l'autre bout de la pièce, devant les fourneaux, je me suis fait un chocolat chaud et j'ai allumé la radio. J'espérais toujours pêcher quelque chose sur le poste. La radio accompagnait les trains et les carillons sur la bande sonore de ma vie. J'ai déplacé l'aiguille sur le cadran et la voix puissante de Roy Orbison est sortie du petit haut-parleur. Son nouveau morceau, Running Scared, explosait dans la pièce. Je cherchais toujours des références au folk dans les chansons de l'époque. Il y avait déjà eu quelques exemples. Big Bad Joan, Mike Rode a Boat Ashore, 100 Pounds of Clay. Brooke Benton avait fait Ball Wayville dont le succès ne se démentait pas. La radio passait le Kingston Trio et les Brothers Four. Le Kingston Trio me plaisait, leur style était policé, scolaire, mais j'aimais la plupart de leurs trucs. Getaway Joan, Remember the Alamo, Long Black Rifle, toutes ces chansons-là.
Il y avait toujours un morceau d'inspiration folk pour s'engouffrer dans la brèche. Même Endless Sleep de Jody Reynolds, qui avait bien marché quelques années plus tôt, en portait la marque. Mais Roy Orbison transcendait tout. Le folk, la country, le rock and roll et le reste. Il mélangeait les genres, et quelques-uns encore qu'on n'avait pas inventés. Il pouvait être dur et cassant sur une phrase, puis chanter la suivante d'une voix de fausset à la Frankie Valli. Avec Roy, on ne savait pas si c'était les mariachis ou l'opéra. Il vous tenait en alerte, tout baigné dans la graisse et dans le sang. Il paraissait chanter sur les sommets de l'Olympe et ça rigolait pas. Un de ses premiers morceaux, Hooby Dooby, avait été un tube longtemps auparavant, mais ce que j'écoutais là n'avait plus rien à voir. Hooby Dooby était d'une simplicité trompeuse, et Roy avait encore progressé. Il modulait ses nouvelles compositions sur 3 ou 4 octaves. Il chantait comme un pro du crime, et ça vous donnait la fureur de vivre. Il démarrait souvent bas dans la gamme, à peine audible. Il la jouait pianissimo un moment, et soudain il piquait dans les sentiments. La colère, c'était stupéfiant. Une voix réveillait les morts. Vous étiez là à bafouiller. Dingue, je le crois pas. Et une chanson en cachait une autre, dans la même. Il passait du majeur au mineur, sans aucune logique. Orbison était d'un sérieux de marbre, et il sortait pas de l'œuf, c'était pas un novice. À la radio, rien ne lui ressemblait. On attendait le morceau suivant, mais ensuite toute la sélection était d'un ennui mortel. Mollesse et inertie. Ces gens-là faisaient comme si le public était décérébré. Mis à part George Jones, je n'aimais pas non plus la country music. Difficile de savoir ce qui restait de campagnard chez Jim Reeves et Eddie Arnolds. On avait occulté le mystère et la terre là-dedans. Elvis Presley, personne ne l'écoutait plus, ça faisait des années que d'un coup de hanche, il avait envoyé sa musique dans d'autres galaxies. Mais je continuais à allumer la radio, par habitude ou par réflexe. Malheureusement, elle ne diffusait que du lait sucré, et elle ignorait tout des contrastes saisissants de l'époque. L'idéologie de la rue, celle de sur la route, de Hall, de gasoline, les types de vie nouveaux qu'ils annonçaient n'y avaient pas droit de citer. Mais pouvait-on espérer autre chose d'un 45 tours ? Je mourais d'envie d'enregistrer un disque, mais pas un 45 justement. Les folk singers, les jazzmen et les musiciens classiques faisaient des 33 tours, des disques longue durée, avec des tonnes de morceaux dans le sillon. Ça avait du poids, de la gueule, on y bâtissait une identité. Ils obéissaient à la force de gravitation. Il y avait un recto et un verso sur la pochette qu'on pouvait regarder des heures. Alors qu'un 45, c'était fragile, ça cristallisait rien. On les empilait les uns sur les autres et puis voilà. De toute façon, je n'avais rien dans mon répertoire qui soit susceptible d'intéresser les radios commerciales. La prohibition, la débauche, les mères infanticides, les Cadillacs à 100 litres au 100, les inondations, les bureaux du syndicat qui prennent feu, l'obscurité, les ténèbres et les cadavres à fond de fleuve, c'était pas pour leurs auditeurs. Il n'y avait rien d'aimable ni d'accommodant dans les chansons que je chantais, rien de sympa, rien de doucereux. Ça n'arrivait pas gentiment à bon port. Ah, on peut le dire, c'était pas commercial. De plus, mon style avait trop de facettes pour se prêter à l'étiquetage, et les folk songs, pour moi, c'était pas du divertissement. Elles traduisaient des réalités différentes, elles me servaient de précepteur, de guide vers une république d'un autre ordre, une république libérée. Ce que Greil Marcus, l'historien de la musique, devait appeler la république invisible une trentaine d'années plus tard. Cela étant, j'avais rien contre la culture de masse ou quoi que ce soit de cet ordre. Je n'avais pas l'ambition de bouleverser les choses, mais je trouvais le tout venant horriblement boiteux et trompeur, comme cette mer de givre ininterrompue sous ma fenêtre qu'on ne pouvait traverser sans porter d'énormes bottes encombrantes. Je ne savais pas dans quel âge nous vivions, ni quelle vérité s'y trouvait. Personne ne s'ennuyait avec ça. Si c'était ça que vous disiez, la vérité, très bien. Si vous prêchiez le contraire, ça gênait pas non plus. Les folk songs me l'avaient appris. De toute façon, on n'y voyait jamais vraiment clair, et pour ce qui est de la grande histoire, je la connaissais un peu aussi, du moins celle de quelques nations, quelques États. On en revenait toujours au même processus. Une période archaïque où la société se développe, prospère, puis une période classique où elle arrive à maturité, après quoi c'est le relâchement, la décadence, et tout part à volo. J'ignorais laquelle de ces 3 phases traversait alors l'Amérique. Il n'y avait personne auprès de qui vérifier. De violentes vibrations semblaient quand même se propager. Mais la réflexion ne menait nulle part. N'importe quelle conclusion pouvait tomber à pic. J'ai éteint la radio, parcouru le salon. M'arrêtant un instant pour allumer la télévision, je suis tombé sur la grande caravane, qui semblait transmise d'un pays lointain. J'ai renoncé aussi. Je suis parti dans la pièce d'à côté. La porte n'était pas vitrée.
et il n'y avait pas de fenêtre à l'intérieur. C'était une caverne sombre, garnie de livres, du sol au plafond. J'ai allumé la lumière. On ressentait tellement la puissance de la littérature ici qu'il fallait répudier son ignorance chérie. L'éventail culturel dans lequel j'avais grandi m'avait laissé un esprit noir de suie. Brando, James Dean, Milton Berle, Marilyn Monroe, Lucy, Earl Warren, Khrouchtchev et Castro, Little Rock et Peyton Place, Tennessee Williams et Joe DiMaggio, Edgar Hoover et Westinghouse, les Nelson, Holiday Inn et Chevrolet customisé, Mick Spillane et Joe McCarthy, Levittown. Dans cette bibliothèque, tout ça prenait des airs de farce. On trouvait là 1000 choses. Des livres sur la typographie, l'épigraphie, la philosophie, les idéologies politiques. De quoi ouvrir des yeux comme des soucoupes. Le livre des martyrs de Fox, les vies des 12 Césars, les discours de Tacite et ses lettres à Brutus, l'état idéal de la démocratie de Périclès, le général athénien de Thucydide, à vous faire froid dans le dos celui-là. 4 siècles avant Jésus-Christ, Thucydide vous explique que la nature humaine est constamment l'ennemi de ce qui la dépasse, que les mots de son temps perdent peu à peu leur sens, qu'en un clin d'œil, on peut retourner une opinion, dénaturer un fait, comme si rien n'avait changé entre son époque et la mienne. Il y avait aussi des romans, de Gogol, de Balzac, de Maupassant, de Hugo, de Dickens. J'ouvrais en général un livre n'importe où, j'en lisais quelques pages, et si ça me plaisait, je revenais au début. Materia Medica, causes et remèdes des maladies. En voilà un qui était bon. Je cherchais des pans d'instruction qu'on ne m'avait pas donnés. Il y avait parfois quelques mots griffonnés sur la page de garde. Philosophe de l'embrouille, sur le prince de Machiavel. L'homme cosmopolite, au début de l'enfer de Dante. Les livres étaient disposés sans ordre ou thématique particulier. Le contrat social de Rousseau était placé à côté de la tentation de Saint-Antoine et les métamorphoses d'Ovide, conte d'horreur effrayant, serrés contre l'autobiographie de Davy Crockett. Des rangées de livres sans fin, celui de Sophocle sur la nature et la fonction des dieux, pourquoi il n'y a que 2 sexes, la marche d'Alexandre le Grand jusqu'en Perse. Une fois celle-ci conquise, pour qu'elle ne lui échappe pas, il a forcé ses hommes à épouser les habitantes, moyennant quoi il n'a jamais eu de problème avec la population, ni soulèvement, ni rien. Alexandre savait instaurer le pouvoir absolu. La biographie de Simon Bolivar figurait dans le lot. J'aurais voulu lire tous ces livres, mais pour ce faire, il aurait fallu qu'on m'envoie dans une maison de repos ou quelque chose comme ça. J'ai commencé le bruit et la fureur, sans vraiment bien comprendre, sensible cependant à la puissance de Faulkner. J'ai lu des passages d'Albert le Grand, le type qui liait les sciences et la théologie. Comparé à Thucydide, ça faisait poids léger. Le grand Albert donnait l'impression d'un gars qui, faute d'arriver à dormir, écrivait ses trucs en pleine nuit, la robe collée à un corps froid et moite. Quantité de ses livres étaient beaucoup trop gros, comme d'immenses chaussures destinées à des pieds de géants. Je m'en tenais surtout au recueil de poésie. Byron, Shelley, Longfellow, Edgar Poe. J'ai appris par cœur les cloches de Poe, que j'ai plaquées sur une mélodie à la guitare. Il y avait aussi un bouquin sur Joseph Smith, l'authentique prophète américain qui s'est pris pour l'Hénoch de la Bible. Adam était selon lui le premier homme-dieu. Après Thucydide, c'était pas l'eau aussi. Les livres dans cette pièce dégageaient une énergie puissante, écœurante. La Vita Solitaria, vue par Léopardi, semblait sortir d'un tronc d'arbre, sentiment inaltérable, désespérant. Je feuilletais un jour, au-delà du principe de plaisir de Sigmund Freud, le roi de l'inconscient, quand Ray est arrivé, a aperçu le titre et m'a dit « Les grandes pointures dans ce domaine travaillent pour des agences de pub, ils vendent de l'air. » J'ai remis le livre à sa place, il y est resté. J'ai lu en revanche une biographie de Robert E. Lee. J'ai appris que son père avait été défiguré dans une émeute, qu'on lui avait versé de la soude dans les yeux, qu'il avait abandonné les siens pour partir aux Antilles. Le général Lee, qui avait grandi sans père, s'était tout de même construire une vie. En outre, c'est sur sa parole et elle seule que l'Amérique a évité une guérilla qui durerait sans doute encore aujourd'hui. Ces livres, c'était quelque chose, vraiment quelque chose. Je lisais beaucoup de pages à voix haute et j'aimais le son des mots, la langue. Le sonnet de Milton sur le récent massacre des Vaudois du Piémont, à propos d'innocents assassinés par le duc de Savoie en Italie, avait l'élégance d'une folk song. La littérature russe
avait une aura particulièrement noire sur ses étagères, notamment les poèmes politiques de Pouchkine qu'on disait révolutionnaires. Pouchkine est mort dans un duel en 1837. Il y avait aussi ce livre du comte Léon Tolstoï dont j'allais visiter la propriété 20 ans plus tard. Il pourvoyait à l'éducation des paysans dans le domaine familial à proximité de Moscou. C'est également là que, à la fin de sa vie, il a renié son œuvre et dénoncé toutes les guerres. À l'âge de 83 ans, il a un jour laissé un mot à sa famille en lui demandant de lui ficher la paix. Il est parti à pied dans les bois, enneigé, et quelques jours plus tard, on l'a retrouvé mort d'une pneumonie. Quand j'y suis allé, bien plus tard, le guide a bien voulu que j'essaye la bicyclette de Léon Tolstoï. Dostoïevski a lui aussi connu une vie triste et difficile. En 1849, le tsar l'a envoyé au bagne en Sibérie. Il était accusé de propagande socialiste. Finalement libéré, il a écrit pour se débarrasser de ses créanciers, exactement comme moi. Au début des années 70, j'ai fait plusieurs albums pour me débarrasser des miens. Plus jeune, je m'occupais guère de livres et d'écrivains, mais j'aimais les histoires. Celles d'Edgar Rice Burroughs, ses récits d'une Afrique mythique, de Luke Short et les mythes de l'Occident, de Jules Verne, de H.G. Wells. Voilà ce qui m'attirait surtout, avant la découverte des chanteurs de folk. Leurs chansons valent un livre entier, mais elles tiennent sur quelques couplets. Difficile d'expliquer pourquoi tel personnage ou tel événement donne sa valeur à une folk song. C'est sans doute affaire de justice, d'honnêteté, d'ouverture d'esprit, comme un abrégé de courage. Al Capone avait réussi à imposer sa loi à la pègre de Chicago, mais personne en Amérique n'en a fait une chanson, car il n'a jamais rien eu d'intéressant, ni d'héroïque. Le type est glacial, c'est une lamproie. On penserait que cet homme n'a jamais marché seul dans la nature, ne serait-ce qu'une minute de sa vie. Il donne l'image d'un étrangleur ou d'un tyran, comme dans le traditionnel « Où est cette brute épaisse qui martyrise la ville ?» Il ne mérite même pas de porter un nom. On n'imagine qu'un vampire sans cœur. En revanche, un pretty boy, Floyd, ça vous réveille un esprit d'aventure. Rien que le nom a l'air de parler. On sent quelque chose de libre, pas congelé dans la boue comme un vieux mammouth. Il n'a pas pour objet d'asservir la ville, de corrompre la machine, de courber les échines. Pourtant, il est fait de chair et de sang. Il incarne l'humanité en général. Il s'en dégage force et puissance, du moins avant que la police ne le traque dans ce champ de l'Ohio. Chez Ray, si je mettais pas un disque ou la radio, c'était le silence, le calme des cimetières. Et je retournais toujours voir les livres. Je creusais là-dedans comme un archéologue. J'ai lu la biographie de Thaddeus Stevens, le républicain radical, un sacré personnage de la première moitié du XIXe siècle. Originaire de Gettysburg, avec un pied beau comme Byron, élevé dans la misère, il a pourtant fait fortune. Dès lors, il a soutenu la cause des faibles, de ceux qui n'avaient pas la chance de se battre à armes égales. Son humour était noir, il n'avait pas sa langue dans sa poche, et il vouait une haine brûlante aux aristocrates bouffis de son temps. Stevens prônait la confiscation des biens de l'élite esclavagiste. Un jour, il a osé accuser un de ses collègues à la Chambre de s'enfoncer dans sa vase. Il s'est opposé à Mason, et selon ses propres termes, la bouche de ses ennemis puait le sang humain. Une bande de petits serpents qui évitent la lumière et se terrent dans leurs repères. Comment oublier ça? C'était un exemple. Comme Teddy Roosevelt, peut-être la personnalité la plus forte de tous les présidents américains. Roosevelt était un éleveur parti en guerre contre le crime. Il a fallu l'empêcher d'en déclarer une à la Californie. Il s'en est violemment pris à J.P. Morgan, le quasi-dieu qui possédait alors les 2/3 des États-Unis. Se dressant sur son chemin, Roosevelt a même menacé de l'envoyer en prison. Ces gars-là, Stevens, Roosevelt ou même Morgan, auraient bien pu sortir d'une folk song, d'une chanson comme « Walking Boss », « The Prisoner's Song » ou « The Ballad of Charles Guiteau ». Ils sont quelque part là-dedans, sous une forme ou une autre, et dans les premiers rock'n'roll aussi, avec les guitares électriques et la batterie en plus. Ces étagères regorgeaient de livres d'art. Motherwell, le Jasper Jones première époque, les impressionnistes allemands, Grunwald, Adolf von Menzel, des manuels et des guides pratiques, comment réduire une luxation du genou, l'accouchement facile, opérer une appendicite chez soi, de quoi faire des rêves assez chauds. Certains ouvrages ouverts çà et là attiraient l'attention, des croquis au pastel de Ferrari, de Ducati, des livres sur les Amazones et l'Égypte des pharaons, des beaux livres sur les acrobates, les amants, les cimetières.
Le quartier était dépourvu d'une vraie librairie, et il aurait été difficile de trouver tout ça réuni dans un seul endroit. J'aimais vraiment beaucoup les biographies. J'ai lu celle de Frédéric le Grand, qui à ma grande surprise était à la fois roi et compositeur. J'ai aussi compulsé von Kriege de Clausewitz, le grand philosophe de la guerre. Son nom faisait penser à von Hindenburg, mais il y avait son portrait dans le livre et il ressemblait plutôt au poète Robert Burns ou à Montgomery Clift. La publication datait de 1832. Clausewitz était entré à l'armée à l'âge de 12 ans. Ces hommes étaient des professionnels bien entraînés, des soldats difficiles à remplacer par de jeunes conscrits qu'on garde quelques années avant de les renvoyer dans leur foyer. Clausewitz explique comment placer ses troupes pour que l'ennemi, voyant qu'il n'aura aucune chance de s'en tirer, soit contraint de déposer les armes. En son temps, il y avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans un vrai combat. La guerre, pour lui, même une guerre idéalisée, c'était pas qu'un jet de pierre. Il cite certains facteurs d'ordre psychologique ou contingent qui jouent un rôle majeur sur le champ de bataille, comme le temps et la direction du vent. J'éprouvais une fascination morbide pour ces trucs. J'avais plein d'idées dans la tête quand j'étais petit, avant de savoir que je deviendrais chanteur. J'ai même eu envie de partir à West Point. Je me suis longtemps imaginé mourir au champ d'honneur, en un combat héroïque, surtout pas dans mon lit. Je voulais être général, commander un bataillon, et je cherchais la clé de ce pays merveilleux. Quand j'ai demandé à mon père ce qu'il fallait faire pour être reçu à West Point, il a paru choqué, m'a expliqué que mon nom ne commençait pas par un « de » ou un « von », que cela supposait des relations et de sérieuses références. Mieux valait donc, à l'en croire, se concentrer d'abord sur cet aspect des choses. Mon oncle était plus réservé encore. « Va pas te mettre au service de l'État. Les soldats, c'est des cobayes, des femmes au foyer, et travaillent à la mine. » Mine ou pas mine, ces histoires de relations et de références me dérangeaient. Ça me disait rien de bon, comme si j'étais exclu de quelque chose. J'ai pas mis longtemps à comprendre de quoi il retournait, car ces réalités viennent se mettre en travers de votre route. Quand j'ai constitué mes premiers groupes, il fallait presque toujours qu'un autre chanteur vienne me les piquer. Ça semblait se produire aussitôt que le groupe était complet. Comme le gars en question chantait pas mieux que moi, jouait pas mieux, je restais perplexe. En revanche, ces gars-là trouvaient facilement des engagements, et des engagements payés. N'importe qui pouvait planter son orchestre dans le kiosque au milieu du square, sur les scènes ouvertes, dans les foires du comté, les ventes aux enchères, les inaugurations des magasins, mais ça rapportait rien, et vous n'étiez même pas sûr d'être défrayé. Alors que ces crooners chéris faisaient des congrès, les fêtes de mariage, les grands anniversaires dans les salons, les réceptions mondaines des chevaliers de Columbus, tous ces trucs-là, et il y en avait de l'argent ici. Cet argent qui allait attirer mes musiciens. Alors j'allais trouver ma grand-mère, qui vivait avec nous, et je ronchonnais. Elle était ma seule et unique confidente, et elle me répétait de pas m'en faire un plat. Il y a des gens que tu mettras jamais de ton côté, laisse faire, te braque pas là-dessus. Sûr, c'est facile à dire, mais je me sentais pas mieux pour autant. La vérité, c'est que ces écornifleurs avaient des liens familiaux avec la chambre de commerce, la mairie ou une association de commerçants, lesquels étaient membres de différents réseaux dans les comtés. Ça m'a marqué. Je me sentais tout nu. Si on va au fond des choses, ça veut dire que certains profitent d'avantages indus et que les autres restent en plan. Comment se projeter dans le monde avec ça? Mais c'était sans doute la loi de la vie, et dans ce cas, rien ne sert de ruminer ou d'en faire une affaire personnelle, comme disait ma grand-mère. Les relations familiales n'ont rien d'illégitime, on ne peut pas vous reprocher d'en avoir. Du coup, je m'attendais toujours à ce que mon groupe me quitte, mais ça me faisait plus ni chaud ni froid. J'en constituais d'autres, parce que j'étais décidé à jouer, ce qui implique de nombreuses périodes d'interruption, peu de reconnaissance et encore moins d'occasions de s'affirmer. Seulement il suffit d'un clin d'œil, ou d'un signe de tête parfois, pour changer le cours d'une existence grignotée par la monotonie et la frustration. C'est ce qui m'est arrivé un jour que Gorgeous George, le célèbre catcheur, faisait une de ses apparitions. Vers le milieu des années 50, je jouais dans le hall de la National Guard Armory, en bas du Veterans Memorial Building, qui accueillait les grands événements. Foire au bétail, rencontres de hockey, cirque et matchs de boxe, évangélistes et renouveau religieux, jamboree country et western. J'ai vu Slim Whitman, Hank Snow, Webb Pierce et quantité d'autres chanteurs de country. Environ une fois par an, Gorgeous George débarquait en ville avec sa troupe. Goliath, le vampire, la tornade, l'étrangleur, le désosseur, la sainte terreur, les catcheurs nains, ces deux lutteuses et tant d'autres. Je chantais sur une scène improvisée, au milieu d'une foule en effervescence, et personne ne me prêtait trop attention.
Les portes se sont brusquement ouvertes sur Gorgeous Jost Amberson, qui a fait une entrée fracassante. Au lieu de passer par les coulisses, il arrivait comme tout le monde, et sa seule présence valait une armée. Flamboyant, magnifique, il était resplendissant de vitalité tel qu'on se le représentait. Sous ses longues boucles blondes, il portait une cape dorée doublée de fourrure. Il avait ses valets, des femmes qui se pressaient autour de lui avec des roses à la main. Passant à proximité de ma scène de fortune, il a tourné la tête, et en entendant la musique, il a posé sur moi un regard enfiévré par l'alcool. Il ne s'est pas arrêté. En revanche, il m'a fait un clin d'œil, et ses lèvres semblaient dire « Tu es la vie de ce lieu ». Qu'il l'ait dit ou non n'a pas d'importance. Ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qui compte. Et je ne l'ai jamais oublié. J'ai reçu là tous les encouragements, toute la reconnaissance dont j'avais besoin pendant des années. Ça n'en était pas à proprement parler, mais parfois il n'en faut pas plus. Lorsqu'on fait une chose, juste pour le seul plaisir, qu'on tient une piste même si personne ne s'en est rendu compte. Gorgeous George. Une force d'inspiration. Les gens disaient qu'il incarnait la grandeur de la race. C'était peut-être vrai. Fatalement, le groupe avec lequel je jouais au Veterans Building allait bientôt me quitter. Quelqu'un les avait vus, les avait engagés. Ça n'était pas encore ça, mes relations dans le monde. Je me suis dit que j'aurais peut-être intérêt à apprendre à jouer et à chanter tout seul, sans dépendre d'un orchestre, en attendant le jour où j'aurais les moyens d'en payer un. Là, je le garderais, sans référence et sans relation. Ça n'était pas rien de croiser Gorgeous George. Ça m'a mis du baume au cœur pour un bon moment. Ce bouquin de Clausewitz avait peut-être un côté désuet, mais il met en évidence bien des réalités. Sa lecture permet de mieux comprendre les conventions et les pressions sociales. Quand il dit que la politique a remplacé la morale et que c'est une force brutale, il ne plaisante pas. Il vaut mieux le croire. Qui que vous soyez, vous faites exactement ce qu'on vous dit. C'est plier ou mourir. Qu'on ne vienne pas me faire des serments creux sur l'espoir ou sur la vertu. Qu'on ne vienne pas me raconter que Dieu est avec nous ou qu'il nous soutient. Venons-en aux faits. L'ordre moral, il n'y en a pas. Oubliez. La morale n'a rien à voir avec la politique. Pas de transgression, on est soit dominant, soit dominé. Les choses sont faites ainsi et on ne les changera pas. Nous vivons dans un monde de dingue qui ne sait pas où il en est. Mais autant le regarder en face. Dans son genre, Clausewitz était un prophète. Certaines de ses idées remodèlent les vôtres à votre insu. Vous vous preniez pour un rêveur, lisez ça, vous serez plus capable de rêver. C'est dangereux les rêves. Avec Clausewitz, vos réflexions perdent un peu de leur sérieux. J'ai lu La déesse blanche de Robert Graves. Je ne savais pas encore qu'on pouvait courtiser les muses. Pas assez pour la ramener avec ça, du moins. Quelques années plus tard, j'allais rencontrer Graves à Londres. Ce n'était qu'une balade rapide à Paddington Square. J'aurais aimé lui poser des questions sur son livre. Malheureusement, je m'en souvenais pas bien. J'aimais beaucoup Balzac, La peau de chagrin et Le cousin Ponce. Il était vraiment marrant. Sa philosophie, claire et simple, c'est que le matérialisme pur mène droit à la folie. On aurait pu croire que pour lui, le vrai savoir réside dans la superstition. Tout est sujet à analyse. Rassemblez vos énergies, c'est le secret de la vie. Il y a beaucoup à apprendre chez Mr. B. C'est un bon compagnon qui vous réserve son lot de surprises. Vêtu d'une robe de moine, il a sans cesse une tasse de café à la main. Trop dormir, ça encrasse l'esprit. Il perd une dent et il se demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Tout est matière à question. Sa robe prend feu à la flamme d'une bougie. Du coup, il s'interroge. Est-ce que c'est bon signe, le feu ? Balzac est hilarant.